Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Députée LR du 12, secrétaire général des Républicains. Un mot sur cette situation, attentat à Djerba contre une synagogue, des roquettes qui s'abattent sur Israël. Vous étiez en Israël il y a quelques semaines. Oui. Vous avez trouvé un pays inquiet, menacé, divisé. Bien, comme chaque fois que l'on va en Israël, d'abord on découvre une réalité beaucoup plus complexe que celle que veulent bien en donner généralement les détracteurs d'Israël. La situation est d'une grande complexité. Ce que j'ai observé, c'est que le pays était très malmené par la réforme de la justice qu'envisage le Premier ministre, et je pense que le pays est vraiment divisé sur cette question, même si l'interrogation du pouvoir israélien est légitime. Comment faire pour que le politique puisse exercer son plein ministère sans que les juges ne l'en empêchent. Au fond, c'est une problématique que nous avons aussi en France, mais cette réforme de la justice bouscule énormément les institutions. Et par ailleurs, il est vrai que la question de la sécurité des Juifs en Israël et dans le monde est toujours posée. On a l'impression que avec l'antisémitisme qui sévit dans notre pays, par exemple, et j'en veux pour preuve cette immonde résolution qui a été présentée par la NUPES à l'Assemblée nationale. Et rejetée. Et heureusement rejetée. On voit que toutes ces questions, et pour paraphraser Brecht, le ventre est encore fécond. Donc oui, la question de la sécurité des Juifs dans le monde continue de se poser. Et l'attentat de Djerba, un lieu très touristique en plus, à un moment où la Tunisie relève la tête économiquement et que les touristes reviennent, s'attaquer à Djerba, c'est vraiment lourd de conséquences économiques aussi pour le pays. Sans compter que, bien sûr, 4 personnes y ont laissé la vie tragiquement. Donc l'islamisme continue de frapper. L'économie, c'est aussi l'actualité chez nous en France. 400 chefs d'entreprise sont reçus à l'Élysée aujourd'hui par le président de la République. Vous soutenez cette campagne de réindustrialisation de la France? C'est un beau combat? Ah oui, c'est un combat essentiel. Moi, lorsque j'étais maire de ma ville, je l'ai mené au quotidien. Morteau, hein? Oui, Morteau. J'ai voulu réindustrialiser les friches. C'est possible avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination aussi. La réindustrialisation du pays est une absolue nécessité. D'abord parce que on a perdu des savoir-faire, on a perdu des richesses, on a perdu une classe moyenne qui hier pouvait prospérer au sein de l'entreprise, l'ascenseur social fonctionnait. La désindustrialisation, c'est un phénomène systémique qui a remporté beaucoup de conséquences très négatives sur l'ensemble de la société. Et on voit bien le déficit du commerce extérieur est abyssal aujourd'hui. Et c'est à cause aussi du manque de produits industriels. Bien sûr. Le vote des extrêmes, il se nourrit aussi de cette disparition de l'industrie? Moi, je pense que la désindustrialisation nourrit beaucoup de maux de la société française. Et l'usine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'usine d'hier. Simplement, il faut convaincre la jeunesse qu'elle peut y faire une carrière, une belle carrière. Ça progresse, l'apprentissage. Bien y gagner sa vie. L'apprentissage progresse. Il faut que la révolution se fasse dans les esprits des parents et des enseignants. On voit bien le débat qu'il y a sur le lycée technologique aujourd'hui. Les professeurs craignent l'allongement des stages parce qu'ils ont l'impression qu'on va priver les élèves d'enseignements fondamentaux. Il est vrai qu'il faudrait mieux apprendre à nos élèves à lire, écrire, compter, parce que l'industrialisation a aussi à voir avec la maîtrise des fondamentaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être opérateur dans une usine si vous ne savez pas maîtriser la lecture, le calcul, l'outil numérique. Donc, ça suppose de solides connaissances générales, enfin de base, et puis en même temps d'avoir une formation pratique. Donc, il faut continuer d'aller dans ce sens. L'économie, c'est aussi l'inflation pour les Français. Le gouvernement provoque une réunion aujourd'hui à Bercy et menace de dénoncer les marques qui maintiennent des prix hauts alors que les prix des matières premières baissent. C'est une bonne méthode ? Moi, j'ai jamais été extrêmement favorable au name and shame, comme on dit, hein, oui. nommer et faire honte. Il y a quelque chose d'un peu délateur, mais néanmoins, je pense que si il y a certains profiteurs de guerre, si j'ose dire, ils doivent être punis, ils doivent être sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Hein. Évidemment, on peut pas profiter de la situation sur le dos des Français qui ont déjà bien des difficultés. L'État a fait des
riz tourne, l'État a fait des chèques, c'est terminé, on peut plus, ça, on est au bout de ce quoi qu'il en coûte. On ne peut plus, on en a peut-être fait un peu inconsidérément. L'argent public est précieux, il est difficile à obtenir, il est le fruit de l'effort des Français et on voit bien aujourd'hui que on vit complètement à crédit. L'État emprunte pour payer la retraite des fonctionnaires. Donc comment voulez-vous qu'on continue indéfiniment comme cela? Il est bien temps de se préoccuper des équilibres financiers et budgétaires. Ça supposera des efforts et je ne vois rien dans les annonces du gouvernement qui annoncent ces efforts. Le prochain dossier, ça sera le dossier de l'immigration. Alors, la loi immigration était passée en Conseil des ministres en février. Elle repasse en juillet. Vous y voyez un signe de confusion de la majorité qui ne sait plus où elle est, ou au contraire que Emmanuel Macron ouvre peut-être les yeux sur ce dossier? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le parcours de cette loi est tellement chaotique qu'on voit bien que c'est un gouvernement sans boussole sur la question. Ça tire à hu et à dia. Vous avez la fermeté côté Darmanin, vous avez le laxisme côté la gauche. Le et en même temps. La gauche de la majorité, Sacha Houlié, et même d'une certaine façon la Première ministre, qui est une femme de gauche, chacun le sait. Sur ces questions, la gauche les a toujours abordées en se bouchant le nez et avec beaucoup de réticence. Aujourd'hui, je pense que, et le président de la République l'a sans doute compris, puis peut-être aussi poussé par nos initiatives. Je pense que la réponse du gouvernement, elle est directement liée à notre engagement de LR sur ce sujet. Mais je pense que là, ils ne peuvent plus ignorer la position des Français. Les Français disent clairement au gouvernement, nous ne pouvons plus continuer à subir une immigration sans contrôle partout en France, mais allons voir à la Chapelle. On voit bien qu'il y a une situation qui est complètement chaotique parce qu'il y a un refus de sévir. Moi, je pense que contrairement à la majorité et à la gauche, qui imprime assez largement ses positions sur la majorité, c'est la fermeté qui permet l'intégration. C'est pas le laxisme qui permet l'intégration. Plus on est sévère à l'entrée, plus on filtre, mieux on peut s'occuper. Exactement. Moins mais mieux, c'est un peu... Et ça, oui, alors, il faut diminuer l'immigration parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à intégrer. Et je pense que la fermeté est gage d'intégration. Que proposeront les LR? Il y a un texte qui doit arriver. Ça sera le texte que le Sénat avait élaboré il y a quelques mois. Ça sera une loi Ciotti-Marleix sortie de vos rangs à l'Assemblée? Alors, il y aura 2 lois déposées en même temps et dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. Donc, nous marchons vraiment de concert avec le Sénat, Sénat, Assemblée, parti. Une loi constitutionnelle pour réarmer constitutionnellement notre pays vis-à-vis de ces questions, parce qu'aujourd'hui, et on voit bien à Mayotte, c'est un cas d'espèce. Le politique décide, le juge entrave. Jusqu'à quand allons-nous continuer à tolérer une telle situation? Donc on change la Constitution. Et quand ce ne sont pas les juges français, ce sont les juges européens de la CEDH, de la Cour de justice européenne. Donc aujourd'hui, le politique est complètement impuissant. Donc il faut à la fois une loi constitutionnelle qui réarme, qui réaffirme la souveraineté et qui nous aide à défendre les intérêts fondamentaux de la nation, et puis une loi ordinaire qui touche finalement tous les aspects qui sont concernés par une immigration incontrôlée. Ça va des mineurs non accompagnés, aux étudiants qui n'en sont plus, au regroupement familial, à l'immigration de travail, à l'aspirateur social. Donc tous les aspects vont être examinés dans cette loi ordinaire. Et vous mettrez dans cette loi l'intégration de ceux qui sont venus peut-être clandestinement mais qui ont trouvé un travail dans des métiers en tension. Un peu ce que veut faire le gouvernement. Oui, alors ça c'est un point dur, vous le savez. Oui, les patrons le demandent. Alors les patrons le demandent, mais ils ont demandé la même chose dans les années 70, vous savez. C'est là qu'a commencé l'immigration de masse dans les années 70. On voit où on en est un demi-siècle plus tard. Donc les patrons sont aussi des citoyens. Et puis enfin, nous avons 6 millions de demandeurs d'emploi, dont 3 millions de demandeurs en catégorie A, qui sont donc employables. Pas besoin de régulariser. Regardons déjà du côté de ces travailleurs-là. Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, LR, proposent un référendum pour que, via l'article 11 de la Constitution, cette loi immigration soit soumise aux Français. Vous soutenez cette méthode? Alors, sur la question référendaire, nous pensons que, effectivement, sur des sujets aussi complexes, il faut aller au peuple et demander au peuple ce qu'il en pense. Parce qu'au fond, le peuple français subit depuis des décennies une situation sur laquelle il n'a jamais été consulté. Jamais.
On lui a jamais demandé si il fallait accueillir de plus en plus. Non, donc aller lui demander son avis me semble non seulement légitime, mais urgent et nécessaire. Alors il y a deux types de référendums, vous le savez. Il y a le référendum 89, article 11. De l'article 89, celui de l'article 11. Donc nous considérons que, et cette question a été travaillée par les constitutionnalistes du Sénat, Gérard Larcher l'a dit, le RIP emporte des risques de faisabilité politique. Donc nous préférons, une proposition de loi constitutionnelle assortie d'un référendum, effectivement. Moi, je pense que le vrai courage d'Emmanuel Macron serait d'aller là. Parce que s'il ne fait pas cela, il continuera d'être entravé. Et toutes les décisions qu'il prendra en la matière seront battues en brèche. Imaginez-vous que sur les EQTF, on en exécute donc les obligations de quitter le territoire français de gens qui n'ont pas, que la justice a débouté. Seulement 7% des personnes sont éloignées du territoire national, contre une moyenne européenne de 40%. On est en échec. Le 8 juin, il y aura la proposition de loi Lyotte pour abroger la réforme des retraites. Beaucoup de LR avaient voté la motion de censure contre le gouvernement. Beaucoup de LR voteront cette loi. Elle va passer. Vous la voterez, la loi Lyotte ? Ah non, moi je ne voterai pas la loi Lyotte. Je l'ai toujours dit depuis le début. J'aurais voté cette réforme des retraites pour des raisons de cohérence politique. Nous l'avons toujours réclamée. Et puis nécessité de sauver notre régime par répartition. Donc je ne voterai pas plus Lyotte que je n'ai voté la motion de censure. Mais à l'égard certains LR le font, donc ça peut passer. Mais certains LR le feront, je le crains. Ils devraient se demander à qui va profiter leur vote. Certainement pas à leur famille politique et pas non plus à leurs électeurs, parce que cette proposition de loi qui annule quand même une loi qui vient d'être votée, ça pose un petit problème de sens de nos institutions, n'a aucune chance d'aboutir. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça partira au Sénat, donc ça peut revenir à l'Assemblée. Oui, mais après, il faudra l'inscrire en CMP. Or, ni Gérard Larcher, ni Yaël Braun-Pivet n'ont exprimé être favorables à ce type de démarche. Laurent Wauquiez revient. Il prend la parole dans une longue interview du Point. Vous vous en félicitez ? C'est le leader qui manquait ? Écoutez, j'ai lu attentivement cette interview. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Il y a une hauteur de vue et puis une épaisseur dans le propos. On voit que ce temps de silence auquel il s'est astreint lui a été bénéfique, parce que il a pu vraiment approfondir sa pensée politique, sa vision pour le pays, son amour du pays, sa volonté de le sortir de cette espèce de décadence, de désespérance dans laquelle il se trouve. Donc il parle avec honnêteté. Moi j'ai trouvé que c'était une excellente interview. Le rôle du parti n'était pas de lui mettre la pression pour qu'il parle à tout prix. Mais il a parlé. Annie Genevard, merci, bonne journée. Madame, monsieur, merci. Annie Genevard, on retiendra: la désindustrialisation nourrit beaucoup de maux de la société française. La fermeté est gage d'intégration et je ne voterai pas la loi Lyotte. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Bérangère Couillard, secrétaire d'État à Écologie. Merci. Radio J.